Deslauriers, l'agent du FBI, se tient devant les micros. La salle est pleine. Des dizaines de caméras filment en direct. Il débute le briefing. Nous avons des images des suspects. Pour leur identification, nous sollicitons l'aide du grand public, annonce-t-il. Des images s'affichent derrière lui. 2 types dans la foule. 2 hommes, probablement entre 20 et 30 ans. Ce sont nos suspects, indique Deslauriers. Les journalistes prennent note. Les caméras zooment sur les images. Deslauriers insiste. Toute information peut être cruciale. Ce lundi 18 avril 2013, vers 17h, Dzhokhar soulève des poids, concentré. L'écran de télévision accroché au mur capte son regard. Sa silhouette apparaît sur l'écran. Ce sont des images de surveillance. Il est clairement reconnaissable. Il repose brusquement les haltères, se dirige vers les vestiaires, il sort son téléphone, les doigts tremblent sur l'écran. Tamerlan décroche. « Viens me retrouver. » Dzhokhar acquiesce, fébrile. Il quitte la salle de sport, évitant les regards. Il accélère le pas, rejoint une Honda Civic sur le parking. « J'ai un plan », annonce Tamerlan sans préambule. Il démarre. « Alors ?» demande Dzhokhar. « C'est quoi ton plan ?» Tamerlan répond simplement « Continuez ». En réalité, Tamerlan vient de réaliser. Il n'avait prévu aucun plan B. Il ne sait pas du tout quoi faire. Mais il ne veut pas perdre la face devant son petit frère. « J'ai pensé à Times Square », annonce-t-il. Dzhokhar le regarde, surpris. Il ajoute « Ça pourrait marcher, non ?» Dzhokhar hésite, puis acquiesce lentement. « On va chercher le matos et on y va. Il n'y a que 3 heures de route. » La nuit tombe sur Cambridge. Tamerlan et Dzhokhar se dirigent vers l'appartement familial. Ils franchissent le seuil de l'appartement. Les pièces sont plongées dans l'obscurité. Seul le salon baigne dans une faible lumière. Dans la chambre de Dzhokhar, il récupère tout le matériel accumulé durant les derniers mois. 5 bombes artisanales, des munitions, un pistolet semi-automatique, une machette. Il y a besoin de plus de flingues, annonce Tamerlan. Où est-ce qu'on va trouver ça ? Demande Dzhokhar. J'ai une idée. L'officier de police Sean Collier, 27 ans, membre de la police du MIT, conduit lentement autour du célèbre bâtiment universitaire. Il est 22h25. Ce boulot n'est pas très stressant. Sean se dit qu'il est mieux là que dans les quartiers chauds de Boston. Flic dans une fac d'ingénieurs et de geeks, il y a plus angoissant. Sean regarde autour de lui, scrutant chaque recoin sombre. Soudain, 2 silhouettes approchent de sa voiture. Il ralentit, curieux. Le moteur ronronne doucement. Sean baisse la vitre de quelques centimètres. Les 2 hommes avancent encore. Sean les fixe, une main sur la radio. « Vous cherchez quelque chose, les gars ?» Les yeux de l'homme rencontrent ceux de Sean. Un éclat lumineux éblouit brutalement le policier. Un coup de feu retentit. Tout devient noir. Une explosion rouge vif éclabousse l'intérieur du véhicule. Le sang gicle sur le tableau de bord et le pare-brise. En tout, 6 coups de feu retentissent. Le corps de l'officier s'affaisse.
sa tête heurtant le volant avec un bruit sourd. Tamerlan ouvre frénétiquement la portière, ses doigts glissant sur le sang qui couvre la poignée. Il tente de saisir le pistolet de l'officier, mais le holster est fermement verrouillé. Dzhokhar jette des regards anxieux autour de lui, son cœur battant à tout rompre. Le sang continue de couler, formant une flaque sombre sous la tête de l'officier. Les frères tirent, arrachent, mais le holster ne cède pas. La frustration monte. « Laisse tomber !» lâche Tamerlan. 23 heures. Les rues d'Alston-Brighton, un quartier résidentiel et universitaire, sont faiblement éclairées par les réverbères. Tamerlan et Dzhokhar sont au volant de la Honda Civic. Soudain, Tamerlan repère un SUV Mercedes. Il s'approche rapidement alors que le propriétaire, Danny Meng, s'apprête à entrer. Tamerlan ouvre la porte passager et sort son arme. « Je suis le type des attentats de Boston. Alors t'as intérêt à faire ce que je vais te demander. » Danny Meng est terrifié et il obtempère. « On va à New York, » dit Tamerlan. « On va faire péter Times Square. Et toi, t'es notre otage, ok ?» Danny Meng acquiesce. « Démarre !» Danny démarre la Mercedes. Dzhokhar suit son frère. La lumière d'une station-service apparaît au loin. « Droite, maintenant !» dit Tamerlan. Vers minuit, un opérateur du numéro d'urgence 911 prend un appel. « Police, quelle est votre urgence ?» Au bout du fil, un certain Danny Meng. Il commence à raconter. « Je viens d'être enlevé. Ils ont pris ma voiture. J'ai réussi à m'échapper. Je suis caché dans la station-service. » Il explique rapidement qu'il s'agit des suspects de l'attentat de Boston. « Ils sont partis avec mon SUV. Mon iPhone est toujours à l'intérieur. » Dans les bureaux de la police, le signal du téléphone de Danny Meng est rapidement repéré. Sur un écran, les agents regardent l'émetteur se déplacer. Les phares de la Mercedes coupent l'obscurité dans le quartier résidentiel de Watertown. Tamerlan dirige le véhicule, ses yeux scrutant les intersections. Dzhokhar, dans la Honda, transporte les armes et les bombes artisanales. Il tourne sur Dexter Avenue. L'officier Joseph Reynolds patrouille paisiblement lorsqu'il reçoit un message radio. Il entend parler d'une Mercedes volée, repérée sur Dexter Avenue. Son regard se fixe sur deux véhicules devant lui. Une Honda et une Mercedes. Reynolds garde une distance prudente. « Je dois les arrêter ?» demande Reynolds au commissariat. « Non, on vous envoie des renforts. » Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Tamerlan regarde dans son rétroviseur. Derrière lui, il y a une autre voiture qui maintient une distance constante. Il tourne à gauche, arrive sur Laurel Street. La voiture le suit encore. Tamerlan décide soudainement de s'arrêter. Il fait un signe à Dzhokhar qui freine à son tour. Les portières s'ouvrent brusquement. Tamerlan sort du véhicule, un pistolet à la main. Il comprend qu'il s'agit d'une voiture de police. Tamerlan avance de quelques pas, déterminé. Il lève son arme. Les premiers coups de feu éclatent. Le pare-brise du flic vole en éclats. Reynolds se cache derrière son véhicule, accroupi. Des coups de feu claquent, sifflent autour de lui. Il riposte comme il peut. Puis il revient vers son véhicule et se glisse à l'intérieur. Il tient un gros caillou, il le place sur la pédale d'accélérateur. La voiture commence à s'élancer. Reynolds sort précipitamment. La voiture fonce droit vers les assaillants. Les coups de feu se font de plus en plus intenses, visent le véhicule en mouvement. Soudain, il y a une forte détonation, comme une bombe qui illumine brièvement la nuit. Les tireurs ont des explosifs. Des sirènes retentissent dans tout Watertown. Des lumières bleues et rouges illuminent les rues encore sombres. Les voitures de police convergent de toutes parts.
des agents en uniforme se déploient rapidement, armes en main. Les habitants, réveillés par le bruit, observent anxieusement depuis leurs fenêtres. Les rues de Watertown sont plongées dans le chaos. Tamerlan et Jocar sont rapidement encerclés, barricadés derrière leur propre voiture. Tamerlan recharge son arme à toute vitesse. Jocar, à ses côtés, s'apprête à jeter une autre bombe vers les flics. Le bruit des coups de feu résonne incessant. Jocar lance la bombe qui roule sous une voiture avant d'exploser. Un puissant flash lumineux aveugle les deux frères. Tamerlan crie à Jocar de se couvrir tandis qu'il recharge. Il ne voit pas l'officier qui s'approche discrètement sur le côté. Le policier le vise. 9 coups de feu éclatent. Tamerlan est touché, son corps secoué par les impacts. Il titube, mais ne tombe pas. Reynolds et 2 autres policiers n'en croient pas leurs yeux. En face, le tireur, désarmé et blessé, fixe pourtant les officiers avec défi. Ses yeux sont féroces, son corps tendu, il se lance en avant. Ses pas résonnent sur l'asphalte. Les policiers ajustent leur visée. « Arrêtez-vous ou nous tirons !» crie Reynolds. Le tireur ignore les avertissements, accélérant son allure. À 5 mètres, Reynolds fait un pas en avant, criant une dernière sommation. Les 3 policiers se précipitent vers l'homme. Ils le plaquent au sol, l'immobilisent et commencent à le ruer de coups. Jocar voit son frère à terre, entouré de policiers. Hors de question de l'abandonner, se dit-il. Jocar se précipite vers le SUV Mercedes garé à proximité. Le moteur démarre avec un grondement sourd. Jocar écrase l'accélérateur. Les pneus crissent contre l'asphalte. Le SUV s'élance à vive allure en direction des policiers. Alors qu'il tente de mettre des menottes au tireur, les policiers entendent le grondement d'un moteur. Ils tournent la tête juste à temps pour voir le SUV Mercedes foncer droit sur eux. Ils bondissent, échappant de justesse au véhicule. Le suspect, toujours au sol, n'a pas le temps de réagir. Le véhicule le percute violemment. Un bruit sourd résonne dans la rue. Le corps est happé sous les roues avant. Le véhicule ne s'arrête pas, continuant sa course folle. Jocar réalise ce qu'il vient de se passer. Un cri d'horreur s'échappe de sa gorge alors qu'il reconnaît la silhouette de son frère dans le rétroviseur. Il serre le volant, les yeux écarquillés, incapable de s'arrêter. Le SUV continue de foncer à toute vitesse dans les rues sombres de Watertown. Des larmes de panique coulent sur ses joues. Jocar jette des regards frénétiques dans tous les sens. Les sirènes se rapprochent, de plus en plus fortes derrière lui. Il zigzague à travers les rues, essayant de trouver une issue. Les pneus crissent à chaque virage, puis s'arrêtent d'un coup au milieu de la route. Il sort précipitamment du véhicule. Il commence à courir à travers le quartier résidentiel. Il va falloir trouver une cachette, mais aucun endroit ne sera assez noir pour lui faire oublier qu'il n'est pas dans un rêve. Il faudra presque 24 heures aux policiers pour retrouver Jocar, caché dans un bateau. Une fois arrêté, sa seule question est de savoir si Tamerlan va bien. Durant l'interrogatoire, le FBI utilisera son frère comme une carotte. On lui dira qu'il est vivant, alors que tout le monde sait que Tamerlan est mort à l'hôpital peu de temps après l'accident. 48 heures plus tard, Jocar apprendra que Tamerlan est mort à cause de lui. Il a écrasé son propre frère. Tout ça pourquoi ? Pour... Il ne sait même plus. Jocar n'est plus qu'une silhouette livide, l'ombre d'un jeune homme prometteur, enfermé pour toujours dans une prison de haute sécurité. Jocar, qui avait eu son titre de séjour. Jocar, le prof de piscine de Harvard, la coqueluche de sa classe, l'étudiant lauréat d'une bourse. Jocar, perdu pour toujours.
Jokar, une image sur Google. Un fichier JPEG d'un ado sans histoire. Casquette blanche, sac à dos noir. Jokar, une page Wikipédia parmi d'autres, dans la catégorie terrorisme.